Par Peggy, bonne soirée à tous. Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans les Alpes. Merci de nous rejoindre pour cette fin de week-end. La journée mondiale contre l'homophobie, une journée pour sensibiliser et dénoncer les actes homophobes en recrudescence. Invité du journal Jonathan Hude du Fossé qui nous parlera du projet d'implantation sur Grenoble et Annecy du Refuge, une structure d'accueil pour jeunes homosexuels en rupture familiale. Et puis nous ferons la connaissance de 5 jeunes femmes qui ont participé à l'élection de Miss Andy-Rhône-Alpes cet après-midi près de Grenoble. Un concours pour revendiquer le regard des autres et la tolérance. La page sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On revient bien sûr sur la chute de l'ETG. On va revenir en long, en large et en travers effectivement sur cette défaite d'ETG. Evian Thonon-Gaillard ne jouera plus en Ligue 1 l'année prochaine suite à la défaite hier soir face aux Stéphanois. Mais il y aura également du ballon ovale dans notre page sport avec un dossier consacré au centre de formation du FCG. Coup de zoom ce soir sur ces jeunes joueurs qui font déjà ou feront bientôt les riches heures du club grenoblois. On commence donc par le sport et du football. Officiellement, les Alpes n'ont plus de club en L1. Le miracle, donc, Frédéric Lefrançois, n'a pas eu lieu sur la pelouse d'Annecy au Palais des Sports hier soir. Pour paraphraser l'ancien chanteur de téléphone, on pourrait dire oui, voilà, c'est fini. L'aventure s'arrête là. Après 4 saisons en L1, il n'y aura pas une 5e saison pour ETG. Battu hier soir, 10e défaite à domicile. Une défaite de trop pour le club haut-savoyard. Et le coup de grâce a été donné hier soir par les joueurs de Saint-Étienne. Résumé du match. Les visages fermés, tête baissée, les joueurs et le staff de l'ETG ont effectué un dernier tour d'honneur avec leurs supporters. Abattus, Pascal Duprat et son équipe n'ont pas réussi leur mission, assurer le maintien du club dans l'élite du football français. Oui, de la déception, de la tristesse. Le sentiment d'avoir malheureusement échoué. Ce soir, on ne pourra pas participer à une 5e année consécutive en Ligue 1. Cette rencontre face aux Stéphanois est à l'image de leur saison. Trop de déchets dans le jeu, manque de réalisme devant les buts, à l'image de ce tir de Clark Nsikulu. Des occasions ratées sanctionnées par des erreurs individuelles. À la 12e minute, Cédric Mongongu manque totalement son dégagement. Max-Alain Gradel en profite et décroche une frappe puissante. 1-0 pour les Verts. On a gâché pas mal d'occasions de se mettre à l'abri et on ne l'a pas fait. Donc je pense que le match ce soir est à l'image de la saison où il y a de la générosité, tout n'est pas parfait, il y a de l'envie, mais on n'est pas récompensé, on paye cash la moindre chose. Donc, Pour entretenir l'espoir, l'équipe s'en remet à Mathieu Duhamel. L'attaquant reprend un centre d'Adrien Thomasson et trompe Ruffier d'une frappe imparable. Un espoir de courte durée puisqu'à la 80e minute, Saint-Étienne obtient un pénalty. Max-Alain Gradel s'offre un doublé et plonge l'ETG en Ligue 2. Faut pas tout remettre en cause sur ce match-là parce que je pense qu'il a été bon. Ça s'est joué tout au long de la saison. À la fin, on a vu que quand ça voulait pas parce que c'est sauvé 2 fois sur la ligne. Voilà, c'est comme ça. Même je pense qu'un match nul, ça ne nous suffisait pas. Donc non, voilà, c'est dur, c'est sûr, mais voilà, c'est le début d'autre chose maintenant. Donc on va digérer et puis voilà. Alors qu'il reste encore un match à jouer, tous les regards sont déjà tournés vers la saison prochaine. Après 4 ans passés dans l'élite, l'ETG doit aujourd'hui se reconstruire un nouvel avenir. Et puis à noter que toutes les autres réactions des joueurs de TG sont disponibles sur notre site internet alpes.france3.fr. Alors Frédéric, on a vu que les joueurs avaient les larmes aux yeux, c'est bien normal, mais les supporters aussi. Vous avez raison Valérie, effectivement, on a vu que c'était la tristesse côté sportif, mais côté spectateur, côté supporter, la pilule est également amère car on s'y était fait à cette Ligue 1 et aujourd'hui on la voit éloignée avec un peu de tristesse. On avait des très bons joueurs, parce qu'en début de saison, j'ai dit le recrutement il est fabuleux, mais on n'a pas d'équipe. Voilà. C'est des joueurs qui sont là. C'est la faute à qui? Moi, la faute, tu l'as criminée à qui? À qui? J'en sais rien. Ils n'ont pas fini de débattre, les supporters. Pas de fond de jeu, mais un bon esprit malgré tout. Ils sont plutôt fair-play, les aficionados. Bon, on est descendu parce qu'on n'était pas bon cette année. On remontera l'année prochaine ou dans 2 ans. On va essayer de relever tous les cadres, tout le reste. Et puis, je pense qu'on va y arriver. La Haute-Savoie est un département trop riche. Le football, il marche dans des départements pauvres. Voilà. Ah oui, c'est évident. Mais quand on commence à rentrer dans le vif du sujet et envisager l'avenir, chacun propose sa solution. Et là, contre toute attente, ce sont les plus jeunes, les plus critiques.
hier soir et toute l'année. Je pense qu'ils n'ont pas joué comme il fallait. Je pense. Ça veut dire quoi, jouer comme il faut? Bah, vraiment un jeu d'équipe, un jeu de passe, tout ce qu'on fait à l'entraînement. C'est plus individuel et chacun pour sa peau, enfin, c'est ce qu'on ressent. T'as le temps, Soussou, c'est bien, t'as le temps, mets-toi pied droit, allez gamin! Les pros n'auraient donc pas tenu leur rôle de modèle pour les plus jeunes. Cette équipe élite des moins de 15 ans qui se bat sur le terrain cet après-midi pour défendre son titre et devenir champion régional. Eux aussi veulent vivre la belle aventure, comme les grands, ce que l'on a aperçu au bord du terrain, déçus mais confiants. La nuit, elle a été difficile après le revers d'hier soir, même si bon, on s'était préparé quand même à cette descente depuis une semaine. Et voilà. Puis ça permet aussi de relativiser, voir aussi qu'il n'y a pas que l'équipe première dans le club. Et puis les jeunes aussi sont importants parce que c'est l'avenir du club. Et puis il y aura forcément un avenir malgré ce qui s'est passé hier. Le rêve de la Ligue 1 aura tenu 4 ans, mais rien n'est figé, tout peut encore évoluer. Yvon, Bernard et André n'ont pas fini de disserter. Et puis juste avant de vous repasser la parole, Valérie, pour le reste de l'actualité, un dernier mot de football. Cette fois-ci, on parle du GF 38, donc le club de Grenoble qui joue en CFA. Ils ont gagné hier à Lyon-Duchère 1-0, les joueurs grenoblois. Ils joueront leur avenir, donc leur montée en nationale, la semaine prochaine, samedi à 18 h, et ce sera contre le club de Saint-Priest. Ajoutons Fred, à propos du GF, les nerfs sont à fleur de peau en ce moment, c'est normal. Des échauffourées entre supporters ont éclaté hier après-midi sur un parking au péage de Saint-Quentin-Fallavier sur l'A43. Il se trouve que des supporters de Saint-Étienne qui allaient donc sur Annecy et des supporters du GF 38 qui allaient sur Lyon se sont croisés. Une bagarre a éclaté, un pétard a été lancé. Les gendarmes ont dû intervenir et escorter tout le monde, chacun des bus à leur destination. Également dans l'actualité, en bref, un garçon de 12 ans grièvement blessé cet après-midi alors qu'il était en randonnée dans les Bauges à Haillon-le-Jeune. Il a glissé d'un chemin polytraumatisé. L'enfant a été héliporté jusqu'au CHU de Grenoble. La journée mondiale contre l'homophobie, de l'insulte à l'agression, alors que les associations dénoncent la recrudescence de ces actes homophobes un peu partout en France. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui pour sensibiliser le public. Vous le voyez sur ces images tournées à Lyon, place Satonnet. Dans ce contexte, l'Église protestante unie de France, réunie ce dimanche en synode à Sète, près de Montpellier, a adopté à une large majorité la possibilité de bénir les couples homosexuels. Alors, quelle réaction pour cette quasi-première en France? Sylvie Adam et Laurent de Bretagne sont allés à la rencontre de fidèles avant ce vote. Une matinée de culte ordinaire, mais une journée symbolique pour les protestants. Au même moment, s'achève un synode sur l'accompagnement des personnes et des couples. Le pasteur a tenu à faire partager aux fidèles le message du président de l'Église protestante unie de France. Les églises luthéro-réformées de notre pays sont l'un des seuls groupes sociaux, je n'ose pas dire le seul, mais je crois que c'est le cas, à avoir réfléchi ensemble à ces questions sans se déchirer. Chaque membre de la communauté a pu contribuer au débat du synode. Depuis 18 mois, des temps d'échange ont eu lieu localement, dans les paroisses. Très à l'écoute les uns des autres. C'est ça qui était intéressant, c'est que les points de vue étaient partagés, mais en termes aussi d'opinion, de ressenti, voilà, il y avait un peu tout ça, de vécu. Voilà. Et moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'ouverture très large de notre Église. Donne-moi la tolérance et le respect. Je pense que Dieu est amour et qu'on doit accueillir les personnes, d'où qu'elles viennent, quel que soit leur passé, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs activités, ce genre de choses. À la différence des catholiques, pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. Jusqu'à présent, seuls les couples hétérosexuels ont la possibilité d'être bénis au temple. Moi, je dirais non aussi pour la bénédiction. Mais la bénédiction pour nous n'est pas un sacrement, alors à la limite, pourquoi pas. Qu'il y ait une bénédiction liturgique ou pas du mariage, ça ne résume pas l'attitude et l'accueil des personnes homosexuelles dans les églises. Il faut que ça s'accompagne de tas d'autres choses. À la fin du culte, les fidèles ne le savent pas encore, le synode vient d'adopter la possibilité de bénir les couples homosexuels. Pour les pasteurs, pas d'obligation, chaque paroisse en décidera.
Voilà, et toujours dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie, nous accueillons notre invité Jonathan Hude du Fossé qui va nous parler du refuge. Alors Jonathan, qu'est-ce que c'est que le refuge? Eh bien bonsoir, le refuge c'est une association reconnue d'utilité publique qui vient en aide à des jeunes de 18 à 25 ans qui, parce qu'ils ont une préférence affective et sexuelle pour une personne de leur sexe, sont chassés du domicile familial. Le refuge est né à Montpellier, je crois, en 2003. Exactement, il est né en 2003 à Montpellier et on apporte une aide pluridisciplinaire, à la fois sociale, matérielle et puis de l'hébergement d'urgence. On est en train de voir des images. Alors comment ça se passe? Alors il y a d'abord un accueil dans un lieu assez discret. C'est ça. Alors c'est un lieu qui nous permet que les jeunes viennent sans avoir peur de voir qu'ils y entrent. Et puis c'est un lieu qui doit aussi avoir je dirais un contexte et une atmosphère en tout cas protectrice pour que le jeune soit bien, qu'il s'y sente bien et qu'il comprenne qu'il est là dans un esprit de bienveillance et de non-jugement surtout. Il y a des activités, vous organisez des activités pour maintenir le lien de ces jeunes avec les autres? Exactement, donc ce sont des activités à la fois socio-éducatives ou de convivialité et qui permettent du coup aux jeunes de s'insérer dans un tissu associatif, social, différent de celui qu'il a pu connaître auparavant et qu'il a rejeté. Alors, vous hébergez aussi des jeunes, mais pas des mineurs, parce que ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, sauf sur un placement judiciaire d'un juge des enfants. Mais donc, on a une activité qui a augmenté de 16% cette année, avec donc 237 jeunes hébergés dans toutes nos délégations. Et il y a il y a une antenne à Lyon et 2 projets en cours d'élaboration à Grenoble et à Annecy. Parlez-nous de Grenoble, tout d'abord. Eh bien, Grenoble, du coup, nous avons une équipe qui est fédérée par Bertie, qui donc est une bénévole qui va venir pour essayer de construire sur son territoire un refuge, puisqu'il n'en a pas actuellement à Grenoble, et qui donc, avec son équipe pour l'instant d'une douzaine de personnes, essaie de mettre en place des partenariats et des recherches de fonds également pour pouvoir donner vie à ce projet. Et Bertie est à la recherche d'un local, on peut le signaler. Exactement, elle est à la recherche d'un local et de bénévoles qui ont des compétences dans la gestion locative et l'immobilier. Et puis Annecy. Et puis Annecy, effectivement, où un groupe de 3 jeunes filles, du coup, m'a contacté pour pouvoir mettre en place ce même type de projet. Donc là, on est vraiment dans les prémices. Et donc là, elles sont plutôt en train de chercher à fédérer et donc à créer du lien et donc des nouveaux bénévoles pour créer une équipe pluridisciplinaire. Jonathan, il y a 13 antennes de ce type en France. Pourquoi un tel besoin ? Pourquoi un tel besoin? Eh bien, malheureusement parce que avec tous les débats qu'on a pu voir sur le mariage pour tous, on a eu vraiment une explosion de notre activité. Malheureusement, cette année, les débats sont terminés, mais l'esprit général est toujours le même. On a une augmentation de l'activité, comme je vous l'ai dit, de 16%. Et malgré tout, nous sommes des citoyens qui avons les mêmes devoirs que les autres, mais pas encore tous les mêmes droits. Donc nous avons besoin toujours d'avoir une protection spéciale pour ces jeunes qui sont rejetés pour quelque chose de relativement tabou, puisque c'est leur intimité. Et en plus de ça, c'est sur une sexualité qui est minoritaire et qui a été marginalisée. Alors, Jonathan, pour terminer, on va donner la ligne d'appel d'urgence mise en place par le refuge. C'est une ligne d'appel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro s'affiche en ce moment, donc il s'agit du 06 31 59 69 50. Donc, on peut appeler tout le temps, littéralement. Et on peut envoyer des textos aussi. Ah, ça c'est très important. Et puis j'ajoute que cette semaine à Grenoble, pour clore ce dossier, est lancée la Semaine des Fiertés. C'est organisé par la ville et puis le centre lesbien, gay, bi, trans. Toute une série de rendez-vous. Alors il y aura une expo BD sur l'homophobie à l'Hôtel de Ville, une grande marche des fiertés samedi 30 mai, Parc Paul Mistral, et dimanche, un pique-nique à la Bastille avec un drapeau arc-en-ciel sur le mur d'enceinte. Jonathan, merci de nous avoir rendu visite. Merci et on souhaite bon courage, bon vent à ces 2 projets. Alors dans l'actualité, je poursuis avec notre site internet, un procès, regardez, qui démarre demain à Grenoble. 3 champions de taekwondo jugés pour proxénétisme devant la cour d'assises d'Isère. Ils comparaissent car ils sont soupçonnés d'avoir obligé des mineurs en rupture familiale à se prostituer via des annonces sur internet. Allez, retour au sport. On retrouve Frédéric Lefrançois, rugby. Alors, est-ce que Grenoble est sauvé des eaux ou pas? Oui ou non? Déjà, Grenoble a gagné hier soir. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. On va commencer déjà par ça. Donc, Grenoble a gagné hier soir et a régalé son public en battant Toulouse, s'il vous plaît, sur le score de 32-11. Alors, on peut dire que du coup, Grenoble, oui, a fait un grand pas vers le maintien dans le top 14. Car, comme vous allez le voir sur ce tableau, eh bien, au classement, Grenoble est 11e, reste 11e, mais désormais avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Il n'y a donc qu'un seul cas de figure pour voir Grenoble descendre en Pro D2 et je vous le donne, la semaine prochaine, défaite et 0 points pour le FCG face à Lyon et dans le même temps, victoire à 5 points pour Bayonne et aussi victoire de Brive.
Donc autrement dit, c'est quand même plutôt bien parti. Et si tout se passe bien, nous devrions donc retrouver l'année prochaine et pour une 4e année consécutive, le club de Grenoble dans le top 14 avec sans doute un effectif un petit peu remodelé. Un effectif dans lequel nous retrouverons également des jeunes du centre de formation. Un centre de formation qui tourne à plein régime et qui fournit déjà pas mal de jeunes à l'équipe première, à l'équipe professionnelle. Même maillot, mêmes exercices, même intensité. Les joueurs du FCG font tout pareil. Et pourtant, ce ne sont pas tous les mêmes. Dans ce groupe en action, on trouve des pros et des jeunes qui ont un pied encore au centre de formation et déjà un paquet de crampons dans le top 14. Pour progresser, c'est le top, c'est vraiment bien parce qu'on est vraiment avec des joueurs expérimentés qui ont fait pour la plupart des matchs internationaux. Donc, tous les autres jouent régulièrement en top 14. Donc à chaque entraînement, on apprend des petits détails qui sont très importants pour pouvoir jouer au haut niveau. Le fait d'avoir des stagiaires au niveau du centre de formation, de les avoir avant l'âge de 18 ans si possible ou à leur majorité, ça nous permet de travailler avec eux vraiment sur des aspects très très spécifiques et en fait de les construire tranquillement. Une maturation lente qui dure 3 ans. 3 ans pour se préparer à appréhender toutes les ficelles du métier, à progresser ballon en main et tactiquement, sans oublier le physique. Et là, le programme, c'est du lourd. Eux, ils sont à un âge où ils ont besoin de beaucoup travailler. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a 10 ans de carrière, on va le ménager parce qu'il a déjà pris beaucoup de chocs et on va essayer de le protéger. Quelqu'un de 20 ans, on va essayer de le développer, donc on ne va pas du tout le ménager. On va lui faire beaucoup de travail. Par contre, on va l'accompagner. Préparés comme des pros, entraînés au quotidien comme des pros, régulièrement appelés pour jouer avec les pros. Pro, c'est trop. Tôt ou tard, nos stagiaires auront envie de bousculer la hiérarchie. Je pense que physiquement, on est prêt. Techniquement, si on est là, c'est qu'on n'est pas loin d'eux. Et forcément, après, on se dit qu'on n'est pas loin d'eux et qu'ils ont juste l'expérience. Enfin, certains sont plus forts que nous, c'est sûr. Mais il y en a certains qui ont juste l'expérience en plus que nous. Donc on se dit que c'est possible et qu'il faut essayer de montrer aux coachs qu'ils peuvent nous faire confiance et que c'est faisable, quoi. Faut pas être timide, se dire voilà je suis jeune, machin. Ok, on est jeune, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, voilà. Mais l'objectif dans la tête, il faut que ça soit je veux prendre un jour la place des autres, je veux être à leur place et voilà. Sinon, difficile de progresser. Difficile de progresser, difficile d'y arriver tout simplement. Car même si la voie semble royale, tout le monde ne finit pas sur le trône. L'élite sera réservée aux meilleurs des très très bons. Pour autant, ceux qui ne l'atteindront pas n'auront pas perdu leur temps. On travaille sur de l'humain avant tout. Et je pense que le rugby, même si souvent on parle de grandes valeurs, etc., qui peuvent aujourd'hui aux yeux du grand public peut-être être galvaudées, je pense qu'elles existent toujours et elles restent là. Le discours, la parole, l'engagement et l'ambition aussi, l'ambition. On apprend tout ça au centre de formation de Grenoble. Avec les études et le rugby en plus, ça fait des journées chargées. Mais c'est ce qu'il faut pour décrocher le Graal. Ce sacré contrat pro qui transforme le rêve en réalité. Cyclisme, vous nous faites traverser les Alpes pour aller en Italie. Je vous emmène du côté de la 9e étape du Giro, le Tour d'Italie. Et pour notre équipe régionale, j'ai donc nommé AG2R, c'est Betancourt. Carlos Alberto Betancourt Gomez, pour être complet, qui a réalisé la meilleure performance en se classant 6e. Le coureur colombien que vous allez voir surgir à droite de votre écran termine à 23 secondes du vainqueur du jour. Une victoire en solitaire pour l'Italien au maillot bleu, Paolo Tiralongo. Il gonfle le torse, il a bien raison. Mais c'est toujours Alberto Contador qui mène le bal au classement général. Et voici venir tranquillement votre revue du web. On s'envole. On s'envole, oui. Puis on reste aussi un petit peu au sol. Enfin, en fait, on part dans tous les sens. Et c'est ça l'avantage de la revue du web. Et c'est vrai que cette fois-ci, je vous emmène faire un sport qui, d'habitude, se pratique plutôt dans nos montagnes. Et là, vous allez voir, ça se passe en bord de mer. Pour débuter, on met les voiles. Ou plutôt, on met la voile. Un parapente en l'occurrence, qui danse avec le vent en bord de mer. Soleil couchant, marée montante, navigation aérienne façon soaring au ras du parapet. Du parapente, iodé, technique, loin des massifs.
proche du récif. Après les airs, on revient sur terre. Ma vie, elle est dédiée à enfin, presque, puisqu'on retrouve un grimpeur. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Romain Desgranges. C'est mon rêve absolu de devenir champion du monde. Membre de l'équipe de France, le plus chamonniard de tous les Stéphanois, que nous avions rencontré au mois de février, était en plein montage de son dernier film, So High, tourné aux USA. Le teaser vient de sortir, ça permet de patienter avant la diffusion du film en avant-première, fin juin à Chamonix. Comme sur des roulettes. C'est sans doute l'expression la plus simple pour décrire le freeline skate. 2 roues sous chaque pied et c'est parti pour un long ride. Ce drôle d'engin, résultat du mélange de l'ADN d'un skateboard et d'un roller en ligne, commence à se faire remarquer. Il faut dire que sous les bons pieds, il devient diabolique, diablement classe et esthétique. Et on se quitte avec un doigt de skate. Enfin, 2 doigts de folie sur un skate. Dans ce skatepark entièrement fait main, on ne peut qu'applaudir la dextérité de cet adepte du fingerboard. Ça roule, ça glisse, ça grabe. Backside, frontside, ollie et gros big flip. Toutes les figures y passent. Une grosse section très technique, gérée de main de maître. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et pour finir l'affiche en 12 secondes chrono, jeudi prochain, 21 mai à 20h45, Chambéry accueille le club de Montpellier. Chambéry pour rêver d'Europe, Montpellier pour continuer à garder la première place. Merci Frédéric pour vos acrobaties. On termine avec 5 jeunes femmes, Samia, Alima, Sophie, Goncha, Marion. Elles souffrent de sclérose en plaques ou d'infirmité motrice. Aujourd'hui à Giers, elles ont participé à l'élection de Miss Andy-Rhône-Alpes. Reportage Céline Aubert-Aigré, Vincent Abran et Frédéric Catelin. Monter sur cette scène, ce n'est pas rien pour ces jeunes femmes. La démarche se veut féminine malgré les béquilles et défiler en fauteuil devient un acte militant. Ça demande beaucoup de courage et également d'investissement parce qu'on ne sait pas quel va être le regard des autres à travers le handicap, comment ils vont le percevoir, est-ce qu'ils vont l'accepter, est-ce que ça va être un rejet, est-ce qu'on va réussir par le biais de notre handicap faire passer un message positif, est-ce qu'on va réussir à faire changer les mentalités, il y a toutes ces questions-là autour, c'est très très important. Goncha est en licence de management, une tête bien faite et un joli visage. Mais pour le jury, la beauté seule n'entre pas en compte. Il y a le charisme, la façon de se mouvoir, l'harmonie aussi, entre le corps et les appareils. L'harmonie en fait c'était qu'elle puisse se déplacer et qu'on oublie justement cet handicap. Et du coup ça la rendait pour moi encore plus belle et je pense qu'elles ont autant plus de mérite que moi j'en avais pour l'époque là, pour moi elles sont au-dessus là. Assises ou debout, certaines souffrent d'infirmité motrice ou de sclérose en plaques, des maladies qui les ont frappées à l'âge de 20 ans. Elles n'étaient alors que de toutes jeunes femmes, en quête de féminité. Pendant très longtemps, j'ai cherché des béquilles en couleur et ça n'existait pas. Parce que les béquilles grises, quand on se casse la jambe, tout le monde connaît. Mais moi qui les ai au quotidien, j'avais envie de quelque chose avec un peu plus de peps, qui puisse s'accorder peut-être avec comment je suis habillée. Le handicap, c'est pas forcément très triste. On a aussi des projets, des envies, on a aussi une vie. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, on a une vie qui est souvent plus riche et plus dense que la plupart des gens. Mais ça, les gens l'ignorent. En 2013, le concours était uniquement sur Internet. C'est donc une vraie première pour l'édition Rhône-Alpes. La gagnante Sophie Alix-Poiron rencontrera le 20 septembre une dizaine d'autres candidates. Ce sera à Giers pour l'élection de Miss Indy France. Voilà, demain vous aurez le plaisir de retrouver Jean-Christophe Solari dès midi et Aurélie Massé pour le journal à 19h. Excellente soirée à vous tous et très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.